Les grosses parades, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, un but tout fait. Tout le monde pense qu'il y a but. Bah non, le gardien est là pour sauver son équipe. Tu sens quand tu fais une grande parade la réaction des gens. J'ai pas peur de célébrer parce que pour moi c'est comme un but. Parce que ce sont des moments clés d'un match. Tout de suite derrière, tu réenclenches au niveau concentration. Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit et bienvenue dans un nouveau numéro des entretiens du WFC. Nous sommes au centre d'entraînement du Racing Club de Lens à la Gaillette pour interviewer qui? Et Brice Samba, le gardien des 100 et or qui revient sur toute sa carrière évidemment, son passage à l'OM, en Angleterre, au Stade Malherbe de Caen et évidemment au Racing Club de Lens. On parle aussi un petit peu de l'équipe de France. Bref, 1 heure pour découvrir Monsieur Brice Samba, je vous assure, c'est exceptionnel. Je l'avais jamais raconté celle-là. Ils sont pas sales. Brice, merci beaucoup de répondre aux questions du WFC. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi et sur ta carrière, ton poste de gardien de but. Première question qu'on pose à chaque personne. Tu es le premier gardien à répondre à nos questions. Comment tu as découvert le foot? Tu avais un papa grand joueur, grand gardien. Est-ce que tu peux nous raconter tes souvenirs de début dans le football? Oui, c'est simplement comme tu as dit avec mon papa. Donc j'avais la chance d'aller voir ses matchs quand j'étais tout petit. Et c'est vrai que j'ai été mis dedans entre guillemets très rapidement parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu, voilà, de jouer devant du monde. Et puis le football, on connaît la popularité que ce sport apporte aux gens au quotidien. Voilà, et, je pense qu'on est des privilégiés d'être des footballeurs professionnels parce qu'on est nombreux à vouloir l'être, mais pas tout le monde qui y parviennent. Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert le football via mon papa. Tu as tout de suite voulu être gardien de but? Au départ, j'étais j'étais sur le champ. Après, j'ai vite changé. J'ai changé, je crois que j'avais 6-7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, je pense qu'avec les gants à la maison et les équipements de gardien, ça a facilité tout ça. Mais en tout cas, oui, c'est le poste qui me va le mieux. Il ne voulait pas que tu sois gardien, le papa? Pas du tout, parce qu'il connaissait la difficulté du poste et je le confirme maintenant, avec beaucoup plus d'expérience. Et c'est vrai que c'est un poste très compliqué, très ingrat, très difficile. Donc non, mais sinon c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir d'être en équipe de France, de jouer pour ce club, le Racing Club de Lens. Donc en tant que gardien, capitaine, voilà, je profite pleinement et je suis très très fier de moi. Ta formation, tu l'as fait dans un club qui sait fabriquer de très bons gardiens, c'était au Havre. Quel souvenir tu as de ta formation au Havre? Tu es le plus jeune joueur à signer pro dans ce club à l'époque. Est-ce que le responsable du recrutement, Franck Sall, c'est la personne à qui tu dois, entre guillemets, tout ce que tu as aujourd'hui? Quel souvenir tu gardes un peu de cette formation havraise? Très très bonne, franchement des souvenirs incroyables dans le sens que, surtout moi qui ai intégré le centre à l'âge de 11 ans. J'étais en famille d'accueil au départ, vu que j'étais trop jeune pour intégrer le centre de formation. Et ensuite, j'intègre le centre de formation à 12 ans. Voilà, je pense que aussi je suis le plus jeune en France à intégrer un centre de formation à 12 ans. Mais voilà, c'est des souvenirs incroyables. J'ai encore la chance d'être en contact avec certains de ma génération. On échange énormément, on a énormément de souvenirs sur notre passage là-bas. Et comme on dit toujours, le Havre, c'est le meilleur centre de formation parce qu'on a tellement rigolé, on avait tellement une bande de copains incroyables. Je n'arrive même pas à bien le décrire les mots parce que j'ai une multitude de souvenirs dans ma tête. Et en tout cas, pour moi, je conseille à tout jeune d'aller au centre de formation du Havre. Si je te dis le mot présu, à quoi ça te... je l'ai beaucoup entendu celui-là. Ouais. Je l'ai beaucoup entendu parce que j'étais plus grand que ceux de mon âge. Voilà, bon, j'étais très très maigre, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus grand que ceux de mon âge. Et du coup, comme j'avais cette maturité-là, je pense que du fait d'avoir quitté mes parents très tôt, d'avoir su me débrouiller tout seul, entre guillemets, très tôt, et je pense que j'ai dû me forger cette maturité-là aussi, parce que je suis aussi le premier, puisqu'on est 5 frères et sœurs, je suis l'aîné, donc
voilà, c'était à moi de prendre un peu le relais des parents, parce qu'ils travaillaient beaucoup à cette époque-là. Donc voilà, il fallait que je sois en avance par rapport à mon âge. Et du coup, les gens m'appelaient Présu. Ouais. Tu en as souffert? Est-ce que pour toi, c'est une sorte de racisme? Est-ce que dans des clubs, on t'a dit ouais, donne-moi ton poignet, il faut que je vérifie un truc? Est-ce que... Bah, je l'ai fait. Tu l'as fait? Je l'ai fait au Havre. Ils me l'avaient inventé une excuse un peu farfelue, mais c'est vrai que je l'ai fait, le test du poignet, et qui avait donné mon âge que j'ai là maintenant. Donc je l'avais fait. Après, moi, sur le coup, en étant plus jeune, je ne l'ai pas pris comme forme de discrimination ou quoi que ce soit. J'en sais rien, honnêtement, mais après, moi, c'était pas quelque chose qui me dérangeait plus à l'époque. Voilà, on le prenait plus sur le temps de la rigolade, tout simplement. Après, c'est des choses que j'en rigole toujours avec mes potes de l'époque. Voilà, sur ce cas-là, bon, j'étais pas le seul aussi, hein, donc ça allait. Le grand public commence à te connaître quand tu descends un peu plus bas en France, c'est-à-dire à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux nous raconter la prise de contact? Comment se fait ta signature? J'ai eu écho d'un coup de téléphone qui n'a pas vraiment cru de monsieur Anigo. C'est ça. Bah, j'avais pas encore joué en professionnel, donc quand j'entends l'accent du Sud, et on me dit que c'est José Anigo qui m'appelle pour l'Olympique de Marseille, bah, pour moi c'était inimaginable, c'était impensable en fait. Sauf que c'était vrai, c'était réel. Et d'ailleurs, son appel, je pense que tout le monde est au courant que je l'ai complètement snobé. Donc non, c'était bien, c'était sympa. Tu lui raccroches au nez? Oh oui, moi je pensais que c'était une blague d'un pote complètement. J'ai même pas cru une seule seconde honnêtement. Et heureusement que mon agent derrière m'appelle pour me dire que j'étais complètement fou, que j'avais raccroché à José Anigo. Mais voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qui fait que voilà, qui a marqué mon début, mon époque marseillaise. Et pour ce deuxième appel, du coup, il te raconte quoi, José Anigo? Oui, bah, il est très clair, très franc avec moi. Et c'est ça qui me surprend aussi beaucoup, dans le fait qu'il me dit, bah, puisqu'on était, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on était fin décembre. Mais c'était pendant les vacances, donc du coup j'étais avec des potes, je crois qu'on faisait la fête sûrement. Et quand il m'appelle, il me dit, il est très clair avec moi, il me dit, écoute, nous on te veut maintenant pour être numéro 2 à l'Olympique de Marseille. Donc moi, après son appel, en furie, j'appelle mon père, ma mère derrière. J'ai dit, vous n'allez pas le croire, il y a José Anigo qui m'a appelé, donc je leur raconte ce qu'il m'a dit. Et effectivement, c'était une grande joie pour mes parents parce que des très très grands supporters de l'OM. Okay. Bah, j'arrive moi un peu avant le projet Dortmund, ce fameux projet-là. Quelques mois avant. Voilà, parce que moi quand j'arrive, voilà, je suis ce jeune garçon qui découvre, qui apprend, parce qu'un garçon qui n'a jamais connu ce niveau-là, ce tel niveau aussi d'engouement en fait, voilà, parce que je vous assure que l'OM, en termes de supporterisme, c'est très fort, c'est très puissant. Voilà, et il y a un truc qui m'avait surpris aussi, c'est que une semaine après ma signature, j'allais faire mes courses et les gens me reconnaissaient déjà dans la rue. Et ça, moi, j'avais pas l'habitude, en fait. Et c'est vrai que je l'ai vécu un peu bizarrement parce que c'était chelou un peu pour moi. Mais sinon, ouais, c'est que des bons souvenirs à l'Olympique de Marseille parce que c'est un peu là-bas où je me suis aussi forgé en tant qu'homme, adulte, jeune adulte, tout simplement. Et oui, c'est que des souvenirs et c'est des choses qui m'ont servi pour ma vie future, qui me servent toujours aujourd'hui. Je te montre la petite vidéo d'un ami que tu dois connaître. Brice, mon frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien aussi. Aussi avoir ton ressenti par rapport à ton arrivée à l'OM, parce que voilà, tu changeais d'environnement, tu arrivais dans un vestiaire quand même, où il y avait quand même de bons noms. Tu étais jeune, savoir un peu comment tu appréhendais cette signature à l'OM. Qu'est-ce qui te traversait un peu par la tête? Tu te trouvais quand même assez serein, assez calme pour ton jeune âge. Et j'ai trouvé que tu t'es vite intégré à ce groupe-là. En tout cas, voilà, je vois que tout se passe bien pour toi, que tu vois pour le mieux. Je suis content pour toi. Allez, je t'embrasse, à bientôt. Ciao. Julien Fabry, qui était jeune gardien à l'OM, qui était en même temps que toi quasiment. Parce qu'on a le même âge. Exactement. C'est ça. Et oui, moi, quand j'arrive, bon, lui, il était encore un peu avec la réserve. Toi, tu as Valbuena, Mandanda, Gignac, Thauvin, il y a un gros vestiaire. Comment on fait pour s'intégrer? C'est pas facile, c'est pas facile. Après, voilà, à l'époque, entre guillemets, le jeune, c'était le jeune et les anciens, c'était les anciens. Il y avait cette forme de respect-là automatique, entre guillemets, dans le sens que
des petites choses. Par exemple, au massage, si tu veux passer, tu veux te faire masser, bah, s'il y a l'ancien qui passe, bah, tu dois vite éjecter. Ah ouais? Oui, parce que... T'as laissé ta place à qui? Steve, Ouais. plein, il y en a plein, il y en a beaucoup honnêtement. Et voilà, c'était plein de choses là. Bon, c'est vrai que là, maintenant, les générations ont beaucoup changé. Ce n'est plus trop pareil. Mais C'est toi qui jettes les autres maintenant. Non, j'évite. Mais même, souvent, c'est maintenant le premier arrivé, c'est le premier qui passe. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a plus cette notion-là d'anciens et de jeunes. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de m'intégrer du mieux possible. Voilà, ça n'a pas été facile parce qu'il faut se faire sa place. Moi, j'avais aucune expérience et voilà, j'ai essayé de faire mon petit chemin, mon petit parcours de mon côté, même si j'ai eu l'aide un peu de Souleymane Diawara aussi, qui m'a un peu pris sous son aile. C'est bien d'avoir Diawara comme oui, mentor. Ça peut aider. Oui, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, hein, c'est sûr. Mais après, parce que de par, comme je venais du Havre, il m'a un peu pris, avec Steve aussi un peu. Donc non, c'était des très très bons souvenirs. Après, 6 mois après, j'ai eu l'arrivée de Benjamin Mendy. Voilà, on était ensemble tout le temps au Havre. Donc ça a un peu facilité aussi cette intégration-là. Et du coup, tu disputes les premières minutes en Ligue 1 avec l'OM dans un contexte très très particulier. Ouais. C'est que Steve Mandanda se blesse, il rate la Coupe du Monde au Brésil. Ouais. Et toi, tu es à, je sais pas moi, 30-35 minutes de partir en vacances. C'est ça. Tu peux me raconter comment tu es juste avant la blessure, pendant et juste après, qu'est-ce qui se traverse là en quelques minutes? Je vais bien vous raconter parce que je me souviens très très bien de ça. Je t'écoute. C'était fou parce que effectivement, on avait la tête ailleurs. On va pas se le mentir, nous tous sur le banc de touche. C'était un match, on menait 1-0. Voilà, en plus, c'était un match où on assurait, je crois, la qualif européenne, je crois l'Europa League, si je dis pas de bêtises. La Coupe de l'UEFA à l'époque qu'on appelait. Et ouais, c'est vrai que je suis sur le banc de touche. Il reste, je sais plus si c'était en première mi-temps. C'était en première mi-temps, voilà. Il reste pas beaucoup de temps avant la mi-temps, je crois. Et donc, du coup, on se prend un peu avec Ben et je sais pas si Gianni jouait, bref, je sais plus. On parle un peu de nos vacances qu'on a réservées. On se dit, ah, demain, on va partir là-bas, etc. Sauf que moi, je vois pas l'action du match quand Steph se blesse. J'étais en train de parler avec Ben à côté de moi. Et Ben qui me dit, qui me touche comme ça, mais avec des gros yeux, qui me dit, Brice, tu dois rentrer. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Et je me tourne et je vois Steph qui est par terre en fait. Et du coup, j'ai José Anigo qui était le coach à ce moment-là, et l'entraîneur des gardiens Laurent Spinozzi qui me dit, Brice, tout de suite, changement. Et là, franchement, je passe de parler de vacances à rentrer au Vélodrome dans un match important comme ça pour une qualif pour l'Europe. Franchement, c'était une montée d'adrénaline incroyable. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai eu le cœur qui est monté d'un bond, en fait, parce que j'avais jamais joué en championnat à cette époque là-bas. Donc, du coup, c'était vraiment incroyable, en fait. Et bah, je suis rentré, j'ai essayé de me calmer déjà. Je crois qu'il y a des vidéos où je regarde encore, je souris un peu avec José avant de rentrer. Donc, voilà, non, c'était sympa, c'est des bonnes émotions, surtout quand tu es jeune. Bon, maintenant, avec plus d'expérience, tu réagis différemment. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Toi, le premier ballon était bien géré au Vélodrome, le premier ballon au Vélodrome, ça va? Oui, je crois que c'était un ballon au pied, ou je crois, si je dis pas de bêtises, ça va. On joue simple à ce moment-là, généralement. Il y a aussi le 3-3 contre Grenoble. Ouais. Et ce match, c'est un vrai marqueur du mandat de Marcelo Bielsa. Et du coup, tu as connu entraîneur emblématique, pas seulement qu'à l'OM, hein, il a marqué toute une génération. Quel souvenir tu gardes de ce 3 partout, de ce qui reste quand même une grosse claque pour l'histoire du club en Coupe de France, pas la seule, mais l'une des grandes claques, et de cette défaite au tir au but? Bah, souvenir douloureux, douloureux parce que voilà, ce sont aussi des moments où j'ai beaucoup appris. J'ai appris énormément, dans le sens que voilà, que le football professionnel, faut le respecter. Voilà, parce que si je dis pas de bêtises, j'étais en vacances de décembre. Et c'est vrai que forcément, j'ai peut-être pas bien préparé ce moment-là, parce que je savais pas aussi si j'allais jouer ou pas, en fait, puisque ça faisait un moment que je jouais pas. Et c'est des moments qui te font apprendre, en fait, parce que tu te dis, bah, faut bien préparer ces matchs, en fait. Et c'est vrai que j'ai dû l'apprendre, je crois, la veille du match ou 2 jours avant le match que je jouerais ce match. Et c'est un match dégueulasse de ma part, en fait, tout simplement. C'est un match où je loupe tout. Voilà, il n'y a rien qui va. Même dans la séance de tir au but, je crois que je fais aucun tir, je vais du bon côté, je crois. Et voilà, ça voulait tout dire sur mon état d'esprit à ce moment-là, que j'étais pas prêt.
tout simplement, que je n'avais pas pris la chose sérieusement. Après, je relativise le fait que j'avais jamais joué ou que je jouais très très peu et aussi que j'étais très très jeune. C'était comment l'ambiance dans le vestiaire au 3-3 avec Marcelo Bielsa? Bon, après, en championnat, on volait, parce qu'on était leader à cette période-là. On l'a plutôt bien digéré, parce que comme on était premier en championnat, on était devant le grand PSG, parce que pour moi, c'était l'un des PSG les plus forts à cette période-là. Et voilà, je pense qu'on l'a plutôt bien digéré, de par que voilà, le coach avait fait quelques changements aussi. Et que voilà, il y avait plein de concours de circonstances, mais ça n'a pas été facile, parce que tu te fais un peu charrier, critiquer, entre guillemets. Mais c'était mérité, tout simplement parce que j'avais pas été bon. Bielsa, quel souvenir tu en gardes? Alors toi, tu n'as pas joué, mais... Locaux, mais c'est l'un des meilleurs, tout simplement. C'est l'un des meilleurs parce que c'est un coach qui te fait tellement progresser, en fait. Et il est perfectionniste, en fait. Et c'est fou parce qu'il pense à tout. En fait, des petits détails que n'importe quel autre coach ne pense pas, bah lui, il pense à tout parce que pour lui, l'entraînement, c'est le match, en fait. Et c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas cette habitude-là parce qu'on finissait rincé des entraînements parce que lui demandait que de l'intensité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était vraiment compliqué au départ parce que les mecs, on n'avait pas trop l'habitude de cela. Mais on s'est rendu compte qu'on volait tellement sur la Ligue 1 qu'effectivement, il avait raison, en fait. Et tout le monde a progressé. Et je pense que c'est l'un des premiers à m'avoir inculqué d'utiliser mon jeu au pied, en fait, parce qu'il nous montrait des circuits préférentiels, etc. Et oui, c'est vraiment l'un des meilleurs parce que il pense vraiment à tout, quoi, en fait. Ah oui, à l'entraînement, tu avais l'impression avec lui. Hein. Ouais. C'était vraiment c'était limite un match de Ligue 1 parce que lui, il voulait pas que tu manques quelque chose, même une simple passe. Il disait toujours de l'appuyer, un simple jeu long, il disait toujours d'être concentré, d'être précis, même la finition des attaquants. Et oui, nous, les gardiens, il nous a appris énormément. On pourra même demander à Steve de nos séances, parce qu'on en rigolait à ce moment-là. Il nous mettait des différentes portes, en fait, sur chaque zone de terrain. Et c'est grâce à lui que j'ai appris à dégager mi-long. Parce que sur un 6 mètres, en fait, moi, je ne connaissais pas ça. Moi, pour moi, 6 mètres, tu dégages le plus loin possible. Bah non, avec lui, ce n'était pas des dégagements, c'était des relances, en fait. Et c'est l'un des premiers à nous avoir appris ça. Il fallait que je sois vraiment concentré. Parce qu'en fait, tout le monde te regardait. Donc, dès que tu ne mettais pas un bon ballon, bah, il te faisait refaire. Et du coup, tu pouvais refaire au moins 15 fois. Ça va, la porte, tu la visais bien, la porte? Ça va, j'avais plutôt une bonne patte, donc ça va, mais il fallait vraiment être concentré. À quel moment tu comprends clairement que ton aventure à l'OM, elle ne sera pas celle que tu imaginais en signant? Bah, il y a eu plusieurs épisodes quand même, de par mon prêt à Nancy déjà, qui s'est très très mal passé pour moi. Voilà, j'étais pas prêt tout simplement à ce moment-là pour l'OM peut-être, ou moi-même en tant qu'homme, tout simplement. J'avais la tête ailleurs. Simplement, j'étais pas focalisé sur le football. Et oui, il y a cet épisode de Nancy. Ensuite, quand je reviens du prêt de Nancy, où on me dit avant le prêt, bien sûr, que va jouer, tu reviendras, c'est toi qui joueras. Sauf que ça se passe tellement mal pour moi à Nancy que le coach Franck Passy, normal, n'a pas confiance en moi, donc préfère mettre Yohan Pelé. Et voilà, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi à l'OM, parce que voilà, j'avais pas bien fait les choses, tout simplement. Et c'était complètement mérité, complètement logique. Tu mesures la chance que tu as d'être à côté de Mandanda, mais est-ce que toi tu en souffres? Est-ce que ta relation avec lui, elle était si bonne que ça? Est-ce qu'il t'a jamais fait comprendre que peut-être à un moment il y aurait de la place? Comment ça gère tout ça? Non, je n'ai pas souffert, honnêtement. Ouais. Je n'ai pas souffert parce que c'était un gardien qui était performant, voilà, qui était irréprochable, qui était capitaine de l'Olympique de Marseille. Mais on a envie de le secouer quand même. Oui, bien sûr qu'on veut toujours jouer, on veut tous jouer, ça c'est sûr. Hein. Mais franchement, il te faisait comprendre que ça allait être compliqué, dans le sens de par ses performances, en fait, tout simplement. Et comme je l'ai dit souvent, voilà, j'étais pas forcément prêt aussi à prendre sa succession à ce moment-là. Faut dire les termes, faut dire les choses honnêtement, voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas souffert, croyez-moi, je vivais bien ma vie. Deuxième camarade. Salut Brice, c'est Manu. J'espère que tu vas bien. J'ai souvenir de ton premier match avec Caen au Parc des Princes. C'est ta première saison où tu commences titulaire et tu commets 2 erreurs qui nous coûtent 2 buts.
Je pense que c'est pas tous les joueurs qui se seraient relevés de ça. Du coup, ma question est un peu opposée à ça. C'est est-ce que tu penses qu'à un moment donné, la grande confiance que tu as en toi, parfois peut-être même l'excès de confiance, est-ce que tu penses que ça a pu causer des torts à certains moments dans ta carrière? Sur ce, je te souhaite une bonne chance pour la suite de ta saison. Passe le bonjour à Joe Grady et je te dis à bientôt. Ciao. Manu Imro, que tu as connu à Caen. À Caen, oui, c'est ça. Il est pas sympa, il te remémore ton premier match où ça s'est mal passé. J'ai l'habitude, vous savez, j'ai l'habitude. Non, après, c'est... Ah oui, c'est vrai que ce souvenir-là... Un match au Parc des Princes. Voilà, c'est ça, c'est la première année. Tu découvres la Ligue 1, clairement, là. Tu signes à Caen. Exactement. Où je suis propulsé en tant que numéro 1. Et c'est là la première fois réellement qu'on me fait réellement confiance aussi. Un coach me fait confiance aussi. Et oui, je me rappelle très bien, j'ai un coup de fil avec mon père avant le match. Je crois le match était à 21h, donc vers 18h, 19h, je crois juste avant d'entrer au vestiaire, dans le bus. Et il me dit, tu te sens comment? Et je dis, je me sens trop bien. Je lui dis ça, que je me sentais trop bien. Et c'est la vérité, j'avais aucune appréhension. C'est comme si, en fait, j'étais dans mon élément, en fait, tout simplement. Et voilà, même quand on voit mon match, c'est vrai qu'il y a ces 2 erreurs-là, mais j'en sors, je sais pas, au moins, je crois, 10 actions ou 10 arrêts je dois faire dans ce match-là. Si je fais un grand match, mais sauf qu'il y a ces petites erreurs-là. Et je le prends sur le compte de l'apprentissage, en fait. Oui, j'ai été touché de par ces erreurs-là, mais ça n'a pas altéré ma confiance en moi. Ça n'a pas bougé parce que je savais de quoi j'étais capable. Et j'avais regardé ce match-là aussi. C'est vrai qu'à part ces 2 passes manquées-là, enfin la passe manquée et l'interception devant le but, mon match il est juste parfait en fait, tout simplement. Et donc je pense que c'était des petites choses à gommer dans la lecture, dans l'appréhension des situations, simplement. Mais c'est vrai que du coup, Caen, c'est l'un des premiers marqueurs très forts de ta carrière. C'est là que tu commences à jouer tout le temps. Tu as la Ligue 1, certes, avec une descente au bout, mais toute cette saison, elle est ultra bénéfique pour toi. Et Caen est un vrai passage important dans ta carrière. Ah oui, c'est un passage très important pour moi, de par aussi, comme j'ai dit, la première fois que j'ai été propulsé numéro 1. Et j'apprends, voilà, c'est ma première saison. C'est une saison très difficile, très compliquée, où on ne gagne pas beaucoup de matchs. Je crois qu'on en a gagné 5 ou 6, et encore. Donc c'était vraiment difficile. Mais voilà, de par avec Hervé Secli aussi, que j'ai rencontré la première fois aussi. C'est un passage aussi où... Voilà, avec ma femme, on a commencé à avoir des projets aussi personnels. Donc, non, c'était vraiment un très bon passage. C'était vraiment un très bon choix de carrière de ma part. Parce que c'est une très belle ville aussi, où franchement, à côté aussi, ça se passait bien, honnêtement. Donc, non, c'est bien. Ce sont des bons souvenirs, mais même si ça a été difficile, mais j'ai énormément appris sur moi-même. Comment on fait pour se nourrir footballistiquement dans une saison où l'équipe ne marche pas du tout? Tu sais que tu vas être sollicité énormément. Pour un gardien, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Parce que les stats aussi diront, mais je crois que j'étais le gardien qui a fait plus d'arrêts. Mais ça compte pas parce qu'on était souvent dominé durant les matchs. Donc oui, je savais que j'allais avoir du boulot tous les matchs. Je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a peut-être mis en valeur aussi pour d'autres clubs, tout simplement. Et c'est des choses où c'est compliqué de se mettre en valeur parce que tu perds. Tu prends 1, 2, 3 pions par match tous les week-ends. Mais tu apprends à te connaître parce que c'est dans la difficulté souvent que le bonheur vient juste après. Donc voilà, en tout cas, c'est une année où j'ai beaucoup appris. Quelles ont été les personnes importantes justement dans cet apprentissage à Caen? Il y a eu déjà Patrice Garande qui m'a donné sa confiance, Alain Caveglia qui était le directeur sportif à ce moment-là aussi, qui m'a accordé sa confiance. C'est lui qui te veut? C'est lui qui me valide complètement avec le coach Garande, Fabien Mercadal, le coach qui me lance réellement, alors que lui aussi c'était un jeune coach. Je crois que c'était sa première expérience aussi en Ligue 1. Voilà, mettre un gardien dès sa première expérience en Ligue 1 qui n'a jamais aussi joué en Ligue 1, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, et je en remercie vraiment du fond du cœur parce que peut-être que sans lui, j'aurais jamais pu démarrer ma carrière à ce niveau-là. Et bien sûr, pour finir, Hervé Secli, voilà, parce que dans les moments difficiles, notamment les 4-5 premiers matchs de championnat, où c'était très compliqué pour moi, où j'ai été énormément chahuté, parce que beaucoup voulaient que je sois mis de côté, eux, ils sont restés fermes. Et maintenant, avec Hervé, on en rigole, parce que ce sont des souvenirs lointains, mais qui nous ont servi aussi, parce qu'il fallait être ferme, et beaucoup n'ont pas eu ce courage-là. Justement, la relation avec ce coach gardien,
il joue sur quel curseur à ce moment-là? Sur l'évolution tactique, technique du poste de gardien, ou il est sur d'autres curseurs plutôt mentaux et psychologiques pour te garder dans le coup? Il a tout de suite vu que j'étais un gardien assez fort mentalement. Il y a Lui, il autre m'a chose? toujours dit, ça va venir. Il m'a dit, c'est normal que tu en fasses des conneries parce que tu es en train d'apprendre. Et c'est la vérité, parce que les conneries que je faisais à cette époque, bah, je les fais rarement maintenant, en fait, entre guillemets, ou peut-être même plus, même si ça peut m'arriver. Bien sûr, ça arrive à tout le monde, tout le gardien, de faire des conneries, ça, on ne peut pas l'enlever. Mais en tout cas, il était vraiment dans cette approche-là, plus mentale, dans le sens que tu as les capacités, tu as les qualités, tu es en train d'apprendre, c'est normal. Parce que quand tu parlais de Marseille, de Nancy, il y a quelque chose que je perçois en toi, c'est j'en faisais peut-être pas assez. Je travaillais peut-être pas assez, j'étais pas mûr. Est-ce que ta maturité, tu l'acquiers vraiment là-bas? Il y a un déclic spécial qui dit, là, Brice, en fait, si tu bosses pas, tu n'y arriveras pas, quoi. Oui, forcément, j'ai eu ce déclic après Nancy, surtout comme je vous ai dit, la saison après Nancy où je viens, où je suis doublure, derrière Yoann Pelé, où je me dis, le train est en train de passer, parce que je voyais les jeunes de mon âge, parce que moi j'avais l'avance quand je signe à l'OM, et à cette période-là, en 2016, où je vois tout le monde a commencé à jouer, tout le monde commence à s'éclater en Ligue 1, bah, moi je suis toujours assis sur le banc de touche, donc je ne joue pas. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit que, Brice, tu ne prends pas ton métier du bon côté, donc il fallait que je travaille, avec l'aide aussi de mes coachs, de mes entraîneurs, de mon père, de ma mère, voilà, de ma femme aussi qui était déjà là. Donc on en parlait, on a mis les choses à plat. Et voilà, petit à petit, les choses se sont mis dans l'ordre. Et surprise, l'Angleterre, Ouais. Nottingham. Comment elle se fait cette signature en Angleterre? Farfelu. Ouais, vas-y, je Farfelu t'écoute. en toute franchise, parce que quand je finis la saison avec Caen, bah, y a quelques sollicitations, il y a notamment Rennes, Ok. où j'ai eu même le président Létang au téléphone. Je me rappelle, j'étais aux Maldives quand je l'ai eu au téléphone, c'est la vérité. Et on avait ce problème de décalage horaire. Et je l'ai eu, il me disait qu'il me voulait, mais qu'il y avait toujours des a priori sur moi. Là, c'était pas une blague, tu savais vraiment que c'était lui. Ah non, là, c'est bon. c'était pas une blague. Je l'ai vraiment, vraiment eu là, cette fois-ci. Et oui, mais il me voulait, mais il y avait toujours un petit mais. J'étais pas le premier choix, etc. Montpellier aussi pareil, Toulouse aussi pareil. Donc ça a traîné. Moi qui voulais pas jouer en Ligue 2. Mais sauf que ça traîne tellement qu'on se rapproche de la fin du mercato. Et moi, au départ, j'avais Nottingham Forest, avec le coach Sabri Lamouchi qui était là-bas, qui venait de signer là-bas. Et moi, en toute franchise, au départ, c'était pas mon premier choix. Okay. Moi, je voulais vraiment rester en Ligue 1, aller dans un club plus huppé que Caen. Mais sauf que ça se fait jamais. Et à un moment donné, ma femme, elle me dit déjà, Brice, je pense qu'il faut qu'on quitte la France, il faut qu'on parte à Nottingham. Et moi, je lui fais une remarque, je dis, mais je connais pas, je sais même pas c'est situé où. Et en plus, c'est en D2. Donc, je refuse de jouer avec Caen en Ligue 2, je ne vais pas repartir en D2 anglaise, en fait. Je lui fais cette remarque-là, elle me dit, mais moi, j'ai un bon pressentiment, il faut qu'on y aille là-bas. Et c'est grâce à elle, vraiment, que j'ai signé à Nottingham Forest, parce que sans elle, je ne pense pas que je serais allé là-bas. Et du coup, ça se passe super bien, parce que ça se termine par des barrages d'accession en Première Ligue. Et c'est vrai que ces barrages, vus d'un extérieur, ça a l'air d'être une vraie folie. Est-ce que tu peux nous raconter, là, comme ça, à froid? Franchement, j'ai même la chair de poule, parce que c'est des choses, en fait, je souhaite à tout footballeur de suivre. Parce que déjà, je vous rappelle que ce match-là, cette finale-là, même avant les demi-finales, le match à Wembley, la finale, c'est le match qui coûte le plus cher au monde, entre guillemets, qui rapporte le plus de revenus. Il y a beaucoup de fonds, parce qu'il y a même un mot qui m'a marqué du président qui nous le dit avant le match. Les gars, c'est un match à plus de 100 millions. Il nous dit ça comme ça, en fait, avant le match. Et non, c'était incroyable. Et même, on n'en parle pas assez, mais les fans de Nottingham, c'est comme à Lens ici, c'est comme à Marseille. C'est un club vraiment historique en Angleterre. Et c'est vraiment dans tout le pays. Et je vous assure, parfois j'allais sur Londres, je me faisais appeler parce qu'il y avait des supporters de Nottingham, en fait. C'est vraiment un club très populaire, en fait, en Angleterre. Beaucoup ne le savent pas en France. Et donc, du coup, c'était vraiment une fête incroyable. Franchement, c'était jouer à Wembley devant plus de 90 000 personnes. C'est juste un truc de fou, en fait. Et moi, j'avais jamais encore vécu tout ça, en fait. Et c'était une expérience vraiment de dingue. Franchement, l'Angleterre, Nottingham, mon passage, c'est
c'était waouh. J'ai envie de le décrire par ça parce que c'était vraiment incroyable. Parce qu'il y a Wembley, mais il y a aussi les pénaltys que tu arrêtes en demi-finale. Là, c'est la statue Brice Samba. Ah là, ça, on change de dimension. Là. Ouais, là, je pense que oui, c'est the match, entre guillemets. Et c'est aussi le match qui me permet vraiment de réaliser les choses, de quoi je suis vraiment capable de faire. Et je me dis, j'ai fait monter un club comme ça quand même. C'est fou, même si, bien sûr, le match, c'est pas moi qui ai marqué les buts, mais je réalise une performance incroyable en plus. Et à ce moment-là, parce que c'est ça le plus difficile, de faire la performance le jour J. C'est pas évident, parce que c'est un match à beaucoup de pression. Le club n'était pas monté depuis 23 ans, et on te le faisait comprendre, en fait, que c'était notre chance, en fait, de monter. Et le club n'avait jamais été dans le nouveau Wembley. Même la semaine du match, c'était juste un truc de fou, en fait. On ressentait, et je pense que c'est la première fois que j'ai senti autant de la pression, en fait. Ah, ouais. Enfin, on y arrive. Parce que c'était vraiment chaud, honnêtement. Ouais. C'était vraiment chaud, parce que l'attente qu'il y avait autour, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et pour même vous dire, j'ai eu plus la boule au ventre que même mon premier match avec l'équipe de France. Ah. Voilà, pour vous dire. Parce que, je sais pas, c'était vraiment différent, en fait. Peut-être que c'était quelque chose que je connaissais pas, je sais pas, mais c'était vraiment un truc de dingue. C'était vraiment un truc de dingue et je regarde tout le temps les vidéos encore. Ah ouais? Ah oui, tout le temps. De ce match-là? Je fatigue ma femme avec ça, ah ouais. C'était incroyable, voilà, j'ai pas les mots, je répète incroyable, mais parce que c'est le cas en fait. C'était vraiment. Peut-être que tu avais besoin justement de ça, d'avoir enfin de la pression. Non, je me mettais toujours la pression. Mais là, tu avais quelque chose au bout, quoi. Oui, mais je me suis toujours mis la pression. Parce que je me suis toujours dit que je vais être le meilleur. Je me suis toujours dit qu'avec les qualités que j'ai, je n'ai pas le droit de faire la carrière que je faisais. Donc j'avais toujours cette pression-là en moi. Mais quand j'ai la pression, c'était plus extérieur, en fait. Voilà, le contexte, la publicité à la télé, par exemple. Je n'avais pas l'habitude de tout ça, en fait. Je pense que c'est dû à ça aussi, peut-être. Mais en tout cas, non, c'est parce que ce qu'on a vécu, même on parle toujours avec des joueurs. Je parle notamment toujours avec Brennan Johnson, qui est à Tottenham, et on ne fait que parler de ça. Il me dit, mais moi, j'avais moins de pression avec mon premier match avec Tottenham, par exemple, ou avec les Pays de Galles, en fait. Mais c'était vraiment, limite, toute l'Angleterre qui voulait que Nottingham Forest monte, en fait. De par aussi les matchs qu'il y avait à l'époque, que j'ai appris aussi, les Nottingham Forest Manchester United. Apparemment, c'était des très, très grands classiques. Et de par tout ça, on sentait ça, en fait. Tout le pays voulait vraiment que Nottingham Forest monte. Comme ça a été le cas un peu avec Leeds ces dernières années, avec Bielsa, par exemple. C'est ça. Mais encore même plus fort, en toute franchise, parce que ce qu'on a vraiment vécu là, je pense que ça restera vraiment gravé dans la tête de chacun. Et tu montes en PL, mais Brice Samba, il n'a pas envie de jouer en Première Ligue, il veut retourner en France. Comme quoi, on peut dire non. Bizarre. On peut dire non à la Première Ligue. Hein. Bizarre. Ça arrive. Bizarre. Hein. Pourquoi bizarre? Non, je sais. Ce choix-là a beaucoup fait parler. Voilà, parce que pour les gens, c'était la suite logique, entre guillemets. Voilà, en plus, moi aussi, j'avais dit que je rêvais de jouer en Première Ligue. J'avais tout pour rester, mais vraiment tout pour rester. Tout, parce que mes enfants, mes 2 fils, on est là-bas, donc on était bien, on était vraiment bien. Et limite, je ne suis pas encore retourné à Nottingham, mais de ce que je vois sur les réseaux, même les gens, ce qu'ils me disent, c'est que je vais dans un resto là-bas, je ne paierai plus rien. Voilà, ça, ils me le disent. Et non, je sens que j'ai laissé vraiment une marque incroyable là-bas. Comme j'ai dit, j'avais vraiment tout pour rester, mais je ne sais pas. Inconsciemment, au fond de moi, je suis parti par la petite porte de la Ligue 1, donc je voulais revenir, je me sentais prêt. Et je pense que ce choix-là m'a donné entièrement raison. Tu renoues avec le public français. Qui te contacte? Dans quelles circonstances ça se fait? Tu sens tout de suite que tu vas être enfin important en Ligue 1 dans un club qui compte? Exactement. Exactement. J'avais regardé aussi un match cette saison-là de le Marseille-Lens. Je crois que Lens gagne 3-2 au Vélodrome. J'avais regardé ce match-là, par hasard, puisque je suivais les matchs de l'OM encore beaucoup à cette période. C'est quand l'OM joue avec Sampaoli? Sûrement, je pense, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, honnêtement. Mais c'était un match incroyable. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette équipe de Lens, en fait? Mais c'était parce que j'avais regardé le match à ce moment-là, j'avais après oublié. Et du coup, comme mon agent m'apprend l'intérêt de Lens, en fait, et moi, j'étais tellement focus dans mon projet de montée, je lui ai dit, écoute, ne me parle de rien, de tous les intérêts, parce que je savais que j'avais beaucoup d'intérêts, en Première Ligue aussi,
parce que j'avais fait vraiment une grosse saison. Et je lui ai dit, écoute, ne m'embrouille pas mon cerveau. Moi, j'ai une mission, c'est de monter avec Nottingham. Voilà, j'ai envie de valider ça avec Nottingham. Et ensuite, on verra. Et voilà, donc après, même pas, je mens parce que à la fin du match, donc quand on fête, on célèbre, etc., je vois mon agent et on fait un petit point à côté. Pendant la fête? Ouais, on parle 5 minutes. Il me dit, écoute, il y a ça, etc. Mais il faut qu'on choisisse vite. Ah ouais. Je dis, mais attends, je suis en train de fêter là. Il est chaud, là. Je suis en train de fêter ma montée, tout ça. Attends, on va sortir avec les gars, etc. Non, là, je veux pas. Il me dit, ok, je te laisse 48 heures. Mais après, il faut qu'on se plonge là-dedans. Donc, on fait la fête. Après, je vais dans le sud de la France. Je vais chez ma femme, chez ses parents. Donc, après, je commence à réfléchir. On m'exprime le projet, etc. Je sais pas, j'ai cette étincelle qui me dit, il faut que j'aille là-bas, tout simplement. Et j'avais aussi des bons souvenirs, aussi des matchs amicaux, etc. J'avais toujours aimé ce club, en fait. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. C'était une décision en plein après-midi, je me rappelle, j'avais décidé. Et j'ai donné mon go pour Lens. Tu avais fait ton premier match avec l'OM, un amical. C'est ça. C'était à Lens contre Lens, devant un stade plein. Peut-être que, est-ce que inconsciemment, tu t'es souvenu de ce moment-là aussi? Ah oui, c'est toujours resté. Dis, Bollard, toi, c'est costaud. Bien sûr, c'est toujours resté dans le fond de ma tête et dans le fond de ma pensée parce que c'était la première fois que je jouais un match amical devant autant de monde, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, l'engouement, il est vraiment sérieux ici, en fait. C'était vraiment quelque chose de réel, en fait. Et voilà, même en plus de ce que j'avais vu du club, etc., parce que tu mènes aussi ta petite enquête, voilà, tu échanges aussi à droite à gauche. Pour moi, c'était vraiment le moment idéal, c'était le club parfait pour moi à ce moment-là. Je pense que ce choix-là, c'est un choix aussi, comme un peu un choix comme Nottingham. C'est un choix que je regrette aucunement pas parce que... Tu vois, c'est pas ta femme qui l'a fait. Aussi, elle est dedans. Mais c'est vrai que c'est pas elle qui m'a poussé autant qu'avec Nottingham, en fait. Mais c'était un choix, on va dire, commun. Et tu découvres la Ligue des Champions avec Lens. C'était cette saison, plutôt Lens-Arsenal ou Lens-Séville avec un penalty arrêté Lens-Arsenal tous les jours. Lens-Arsenal tous les jours. Tous les jours. Parce que, de un, c'est le premier match, c'est le retour de la Champions League dans ce stade. Et pareil, c'est vrai qu'aussi la journée, on était tous excités de jouer ce match-là. On l'attend tous. Et moi, je vis pour ces moments-là, en fait. T'as la pression là ou pas aussi? Ah non, moi, par contre, là, il n'y a plus de pression. Ah ouais. Là, c'est que du positif. Parce que je vis pour ces moments-là. Parce que je suis passé par là. Je me suis remémoré des soirées avec des potes, avec des pizzas. Quand tu regardais les autres jouer les mardis soirs, les mercredis soirs contre des grands clubs. Et tu l'avais vu sur le banc aussi, cette Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, je me suis dit, je suis capitaine. C'est moi qui vais rentrer en premier sur le terrain. Bref, il y a plein de choses dans ma tête qui se passent. Et non, c'est juste un truc de fou, en fait. Et je savais que j'allais faire un grand match, ce match-là, parce que... Tu savais? C'est ces matchs-là. Moi, je suis fait pour ces matchs-là, peut-être, je sais pas. Mais j'aime ces moments-là, en fait, tout simplement. Et j'étais persuadé au fond de moi que ça allait bien se passer. Et comment on peut le savoir, ça, en tant que gardien de but? Je sais c'est quelque chose de très propre au gardien, ça, de sentir que... Oui, je pense que c'est propre à moi, honnêtement. Peut-être je suis fou, je sais pas. Mais moi, plus l'événement est important, et mieux je me sens, en fait. Parce que j'estime que déjà, je suis chanceux. Parce que souvent, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je me dis, mais c'est dingue, parce que les gens vont me regarder, en fait. En fait, c'est tout ça, en fait. C'est tous ces trucs-là. Je me pose des questions comme ça. Peut-être ça peut paraître bête, je sais pas, mais c'est tout ça, en fait, qui fait que je me dis, je suis obligé de répondre présent. Tu as besoin de connecter à des éléments extérieurs pour... Oui, parce qu'on reçoit des textos, on voit aussi ce qui se passe à droite, à gauche, aussi sur les réseaux sociaux. Et tu vois l'attente qu'il y a, donc... Ce sont des trucs, des moments incroyables, des événements pourtant, incroyables. Il y a un but assez rapide encaissé sur une erreur d'un de tes défenseurs qui... Non, c'est Adrien qui rate un peu la relance, ça fait but rapide. Est-ce qu'on a peur à ce moment-là de rater, de passer à côté de l'événement ou pas? Non, toute franchise, non, parce que le public nous portait tellement ce soir-là. Il y avait vraiment un truc spécial. Je ne peux pas vous l'expliquer, il faut regarder le match, je pense. Il faut mettre le son à fond, je pense. Voilà, il faut mettre le son à fond pour comprendre les choses. Parce que même nous, on sentait ça. Et nous, je ne vais pas dire que c'est rarement on sent ça, mais cette fois-ci, je ne sais pas, il y a un truc, je n'arrive pas à le décrire, mais on sentait qu'on pouvait renverser n'importe qui ce soir-là, en toute franchise. Par contre, au match retour, tu es celui qui va chercher le ballon 6 fois dans ta cage. Je suis pas allé à chaque fois. On en a marre au bout d'un moment. Oui, non, c'est bon. À un moment donné, c'est les autres qui vont. Non, voilà, ce sont des moments où tu apprends, des matchs où tu apprends.
Je vais en apprendre constamment, on va apprendre constamment, même quand vous demandez, je parle parfois surtout avec Kylian en sélection, voilà, même s'il a réalisé des choses incroyables. Mais c'est violent d'en prendre 6 comme ça, où tu as l'impression que tu vas t'en prendre plein la gueule pendant 90 minutes. J'en parlais avec des gens là pendant cette journée à l'entraînement à Lens. Ah les gars, ça va être long là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très très long. Ouais. Tu le sens ça? Parce que surtout, tu es mené 5-0 à la mi-temps. C'est ça en fait. Non, mais c'est le football, c'est le poste de gardien, tout le monde s'est déjà pris des claques comme ça. Voilà, et possible que j'en reprenne encore. Le plus important, c'est le rebond, c'est-à-dire le match d'après. Voilà, faut faire abstraction de celui-là. Celui-là, tu fais reset, tu l'oublies, c'est la vie, parce qu'on en joue tellement des matchs, vous savez. Donc, si tu restes focalisé sur un match pendant une semaine, bah, ça va être compliqué. Donc non, après, on est vite passé à autre chose, parce qu'on a eu la chance de jouer 3 jours après, rapidement. En plus, c'était face à Lyon derrière, donc non, ça nous a fait mal. Voilà, on a pris une claque, mais comme j'ai dit, je préfère prendre une claque que des paroles. Donc voilà, ça nous a secoué et on est reparti de plus belle. T'as cru au titre l'année dernière? Oui. Ah ouais? Moi, je disais qu'on allait être champion au vestiaire. Toute la saison ou à ça? J'ai dit toute la saison, je l'ai dit. On peut demander, et c'est vrai. Les gens me prenaient pour un fou. Les gens du vestiaire ou? Oui, c'est comme à Nottingham quand je suis arrivé, quand j'ai dit que je vais faire monter. Enfin, je vais faire monter. Non, j'aime pas dire ça. Je vais monter avec Nottingham Forest. Les gens me prenaient aussi pour un fou, parce que ça faisait 23 ans qu'ils n'étaient pas montés. Voilà, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait les playoffs. Voilà, donc non, je suis quelqu'un d'ambitieux. Et quand je me fixe quelque chose, j'essaie de le maintenir, voilà, le cap, même si ça prend beaucoup de jus mental, même si je deviens relou, parce que j'ai plus trop de vie à côté. Mais voilà, j'ai cru énormément au titre l'année dernière. Ouais. Quel moment tu te dis merde? Ah, bien sûr, le match là-bas. Au parc? Le match là-bas, au parc. Et carton rouge. Il y a beaucoup de regrets. Voilà. J'aurais aimé voir ce match sans ce rouge quand même. J'aurais aimé voir ce match. Mais bon, on ne peut pas changer le destin. C'est comme ça. Et ça t'a permis de te faire tout beau à la fin de la saison pour la cérémonie du Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il en pense, Brice Samba, de cette cérémonie du Ballon d'Or? J'étais fier, fier, très fier même, parce que voilà, déjà j'aime bien m'habiller. Voilà, premièrement. Ma femme et moi, on était très beaux. Des très belles claquettes, hein, d'ailleurs. Non, ça, faut pas filmer ça. Non, mais voilà, très fier, parce que il y a eu aussi d'abord l'UNFP. Voilà, le trophée UNFP, meilleur gardien. Ensuite, il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or. On était fiers parce qu'on s'est remémoré le parcours, on s'est remémoré voilà, tous les gens qui nous ont dénigrés, qui nous ont mis plus bas que terre. Après, voilà, il y avait aussi du mérite de ma part, de par ce que je faisais aussi, qui n'était pas bien, simplement. Mais en tout cas, très fier de ce que j'ai réalisé. Récemment, j'ai rencontré Rod Fanny à Marseille, qui m'a dit « Mais toi, tu sors de la boue, des marécages », il me faisait ce signe-là. Et oui, je suis fier quand ces gens-là me disent ça, parce qu'ils étaient au vestiaire avec moi, ils ont vu l'homme que j'étais avant et ce que je suis devenu maintenant. Et il me dit « Il n'y a pas photo. Tout ce qui t'arrive, tu es parti le chercher, tu le mérites. » C'est le gratin du football mondial, là. Là, tu vois tout le monde, c'est des gens que tu voyais à la télé. Tu te sens à ta place? C'est bizarre, honnêtement. Je ne sais pas si je me sentais à ma place ou pas, mais c'est vrai que j'avais ce gosse d'enfant, ce rêve d'enfant qui est ressorti. J'étais très ému. Voilà, le fait de marcher sur le tapis rouge, voilà, que tout le monde t'acclame, tout le monde te connaisse, même des autres gardiens qui te connaissent, tu vois, ça m'a surpris. Même récemment, quand j'ai joué contre l'Allemagne avec Ter Stegen, on a échangé, on a parlé de la cérémonie, etc. Donc non, je suis fier parce que ce sont des grands noms du football mondial. Donc, et s'ils vous connaissent, c'est que tu as fait du bon boulot, tout simplement. Et ça te pousse que à recommencer pour pouvoir revivre ces moments-là. Et Lens, évidemment, te permet de découvrir l'équipe de France. Comment tu apprends ta première sélection? Je pense qu'on a tous vu cette vidéo hein, au vestiaire. Voilà. Bon, après, si je dis pas de conneries, le dimanche d'avant, il y a le téléfoot qui dit que je suis susceptible d'être appelé. C'est la première fois où je me mets vraiment à y croire, en toute franchise. Tu ne savais pas avant? Tu t'en doutais pas trop? Ah non, avant. Honnêtement, en toute franchise, j'ai rien appris. Je savais pas que j'avais de pré-convocation. Il n'y a pas un mec qui s'est passé pour Didier Deschamps qui t'a appelé Non, honnêtement, en toute franchise, non. Je savais pas du tout. Jusqu'à la liste, ce jeudi-là à 14h. Et c'est vrai que c'est le dimanche avant le jeudi, je commence à y croire. Je me dis,
peut-être qu'il y a vraiment moyen, en fait. Parce que je vois que Téléfoot, on dit que les gardiens sauront un tel, et je suis dedans. Et je me dis, peut-être que, effectivement, je serais peut-être appelé. Mais j'essaye de ne pas trop y penser, en toute franchise. Mais c'est dur, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'une première, c'est comme une première à tout. Hein. Une première quand tu es un enfant, ça a toujours cet effet nouveau. Voilà, tu découvres les choses. Mais en tout cas, c'est une fierté de malade mental. C'est un truc de fou parce que, voilà, entendre son nom du sélectionneur, de la bouche du sélectionneur, c'est juste, voilà. Surtout en plus, il sortait d'une Coupe du Monde comme ça, finaliste, etc. Et c'est la France, quoi. C'est l'une des meilleures nations au monde. Et y être, c'est juste grandiose. On va passer à ton approche du poste de gardien de but. Ton papa disait pour SoFoot, gardien est un poste fait pour les personnes à moitié folles. T'es à moitié fou ou à 100% fou? Je suis un fou mais conscient. Je sais pas comment dire, je pense que je décrirais comme ça en fait. Ouais. Oui, je suis fou parce que oui, c'est vrai, je le reconnais. Ce poste est tellement différent, tellement à part qu'il faut un peu ce petit brin dans la cervelle. Mais conscient des choses, conscient de la réalité des choses parce que voilà, le foot, c'est pas... Je ne mets pas en premier. Comme j'ai dit, j'ai la religion, j'ai ma famille, mes enfants, etc. Et après le foot derrière. Mais oui, il faut être un peu, je pense, touché, un peu là-haut. Ton côté spectaculaire, le côté, on a beaucoup parlé des arrêts à une main, prendre le ballon à une main, etc. C'est quelque chose que tu assumes, que tu as envie de travailler pour avoir ton style de gardien de but. Et les coachs doivent l'accepter ou c'est comme ça, tu es comme ça et pas plus? Non, c'est sûr que je ne pourrais pas changer maintenant. Je vais avoir 30 ans. Voilà, j'ai toujours été ce gardien-là comme je le suis maintenant. Ce n'est pas maintenant que je vais changer cela, honnêtement. Et quand on pose la question à mon coach, je ne sais pas s'il a mal au cœur quand j'attrape la balle à une main, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, j'essaie d'être le plus efficace possible. Et bien sûr, je louperai. Ça arrive à tout le monde, vous savez. Mais ce n'est pas pour le show ou ce n'est pas pour quoi que ce soit. C'est juste mon propre style à moi. Et je ne vais pas dire qu'un coach doit apprendre ou à laisser. Non, c'est mon style, je suis comme ça. Et Silence m'a pris, il savait très bien ce que je faisais. Et je suis ce gardien-là, tout simplement. Tu avais des modèles? Tu regardais des vidéos de... Mon papa. Ton papa, qui était acrobate aussi? Mon papa. Bon, moi, je ne suis pas comme lui. Hein. Ouais. Mais oui, c'était vraiment mon modèle. D'accord. Parce que j'ai eu la chance, il a encore des cassettes. De lui? L'époque, ouais. D'accord. Et je peux encore voir, c'est vrai que c'était un gardien vraiment spectaculaire. Si vous avez vu ça, ça n'a rien à voir avec moi. Ah ouais? Ah ouais. Donc c'était lui ton modèle? Ouais, c'était lui. Pas de Barthez, machin? Non, honnêtement, toute franchise, c'était vraiment mon papa. Une très grosse parade pour un gardien, comment tu la décrirais? Quel état tu as d'euphorie, d'adrénaline? Est-ce que tu peux me raconter? Tu fais une grosse parade, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Le bruit du stade, la réaction des gens. Parce que tu sens quand tu fais une grosse parade ou pas. Voilà, les grosses parades, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, un but tout fait, tout simplement. Tout le monde pense qu'il y a but, bah non, le gardien est là pour sauver son équipe. Et surtout la réaction des gens. C'est limite un silence, parfois il y a cette sensation d'étonnement, de surprise, quoi, en fait. Donc non, après, je suis content, moi je le célèbre, voilà. J'ai pas peur de célébrer parce que pour moi c'est comme un but, comme marquer un but. Parce que ce sont des moments clés d'un match qui te font basculer un match. Et voilà, mais en tout cas, je célèbre, mais ça dure 1-2 secondes et tout de suite derrière, tu réenclenches au niveau concentration. Comment on gère les moments d'euphorie comme ça, soit dans un match, soit sur une période plus ou moins longue, moment d'euphorie où tu te dis là, il peut frapper de n'importe où, je vais être sur le ballon. Est-ce que c'est quelque chose que tu entretiens? Comment tu gères ce moment où on se sent très très bien pour ne pas verser justement dans quelque chose d'hyper négatif qui peut être très spécifique au poste de gardien de but? Oui, il ne faut pas tomber dans l'euphorie, c'est vrai. Parce qu'il y a des matchs où tu peux bien te sentir, donc du coup, il peut y avoir un excès de confiance. Et c'est là, ça c'est avec l'expérience que tu apprends ça, dans le sens que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est pas fini. Il faut garder toujours ce seuil-là. Et je le dis souvent que quand le match n'est pas fini, il faut toujours rester concentré, tout ça. Donc non, après, faut juste, tu penses au ballon d'après, parce que tu connais le danger quand tu as l'expérience, en fait. Tu connais que avec un seul ballon, bah, tout peut basculer, en fait.
Et du coup, tu as ça en toi et du coup, ça t'évite de cet excès de confiance-là, entre guillemets. Parce que ce droit à l'erreur, contrairement à certains joueurs, chez le gardien, il n'existe pas. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, certains pensent qu'on est des robots, on est des machines, sauf que non. Tout le monde fait des erreurs, sauf que les joueurs, ils font des erreurs tous les matchs. Bah, nous, on évite d'en faire parce que si on en fait tous les matchs, bah, c'est but tous les matchs, en fait. Et c'est là la difficulté aussi de ce poste. Qu'est-ce que Francaise t'a apporté tactiquement à ton jeu de gardien de but? Beaucoup, beaucoup. Des circuits aussi, des trucs basiques, entre guillemets, dans le sens que quand je reçois la balle là, je sais que j'ai la solution mi-longue qui est disponible, même parfois sans regarder, je la fais. Voilà, de par notre façon de jouer aussi. Voilà, il nous a appris aussi à garder le cap, tout le temps être concentré, surtout, parce que j'ai un truc qui vient en tête, surtout pour la saison dernière, quand on enchaîne sur les 12 derniers matchs, 11 victoires. Voilà. Et je pense que quand tu es deuxième, que tout le monde te chasse, c'est pas évident de ne pas craquer. Et voilà, il nous a toujours maintenus sous pression. Et voilà, quand je dis que c'est le meilleur, c'est parce que de son approche, voilà, il ne crie jamais, il t'explique les choses. C'est vraiment comme un professeur, en fait. C'est vraiment sur ça, sur l'aspect mental aussi, parce que maintenant que j'ai beaucoup de responsabilités avec lui, et j'échange énormément avec lui, oui, c'est quelqu'un de très posé, de très réfléchi. Voilà, non, c'est vraiment sur l'aspect humain qui t'apprend énormément, même si tactiquement, c'est... Justement, cet aspect tactique, comment il t'intègre, toi, Brice Samba, gardien de but du Racing Club de Lens, à l'animation tactique entière de l'équipe? Comment il t'intègre justement à ça? C'est simple, juste avant que je signe, donc du coup après ma fameuse finale, je reçois une vidéo où, ça m'explique clairement comment ils veulent m'utiliser. Intéressant ça. Voilà. Et donc voilà, donc moi je regarde cette vidéo-là, il veut m'intégrer en fait comme un défenseur central, quand on a le ballon en fait. Et moi au départ, j'étais un peu réticent, je me dis, je joue haut, là si on perd le ballon, je vais me faire lober tous les matchs. Mais sauf qu'après, avec les maths, tu apprends à juger, à jauger un peu la distance, en fait. Voilà, non, pour moi, c'était assez clair dans ma tête. Je suis arrivé, il m'a fait une vidéo, il m'a pris aussi en vidéo dans son bureau. Il m'a expliqué clairement comment il voulait qu'on joue, comment il voulait que je sois, comment il voulait m'utiliser aussi, tout simplement. Et c'était très, très clair dans ma tête. Est-ce que tu communiques différemment avec un Danso, avec un Gradit ou avec un Medina? C'est important, j'imagine, cette communication, ce lien. Non, je communique assez de la même manière avec tout le monde. C'est vrai que oui, parfois mes facs, je peux plus le rentrer dedans parce que je sais qu'il a ce truc-là un peu sanguin, je sais un peu comment le remonter peut-être. Mais sinon, non, de manière générale, c'est un peu pareil avec tout le monde, tout simplement. Je ne me prends pas la tête. Si je veux dire un truc à quelqu'un, je trouve important, je lui dirai. Voilà, comme les autres peuvent me dire aussi des choses quand je fais mal, tout simplement. Savoir comment évolue offensivement et tactiquement l'adversaire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, dans ton approche du match ou tout simplement dans ton approche et dans ton évolution de ta carrière au poste de gardien de but? Comprendre s'ils sont là-bas, ça veut dire que le danger peut potentiellement aller là-bas, donc moi je dois agir de telle manière. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu fais au quotidien? Oui, j'aime beaucoup savoir. Okay. Je suis très attentif les vidéos quand on prépare contre l'équipe à laquelle on va jouer. Je fais très attention à chaque détail, même si j'ai plus de vidéos personnelles des attaquants, de la façon de comment ils aiment se comporter, comment ils aiment finir, etc. etc. Mais oui, j'aime bien savoir comment l'équipe adverse joue, de par mon rôle aussi que j'aurai durant le match. Si je dois jouer beaucoup plus long derrière eux, si c'est une équipe qui joue haute ou pas, etc. Tu as plein de petits détails comme ça, en fait. Et c'est des petites billes, en fait, qui t'aident parce que durant le match, en fait, tout va vite, en fait, et tu dois vite réfléchir. Tu dois vite penser, et si tu as ça en tête, ça t'aide en fait à prendre la bonne décision. Tu as ressenti une approche différente du poste de gardien de but dans ton expérience en Angleterre et en France? C'est-à-dire sur comment est considéré le gardien de but dans l'approche tactique des rencontres entre la France et l'Angleterre? Oui. Pourquoi? Parce que en fait, en Angleterre, on va dire c'est un peu plus direct, tout simplement. C'est plus le combat, c'est plus la bagarre, c'est plus l'intensité. Tu apprends énormément, je vais donner un exemple, c'est sur les ballons aériens. En Angleterre, l'arbitre ne siffle rien. En Angleterre, tu as le droit de faire des écrans au gardien. Tu as le droit de faire des blocs au gardien. En France, c'est un peu plus interdit, tout simplement. Et tu t'adaptes, en fait. J'ai eu des difficultés aussi au début là-bas sur ça. Sur les duels, sur les ballons? Sur les ballons aériens, oui.
bah, je me suis dit, à Brice, il faut que tu ailles beaucoup plus fort. Parce que... Et tu y allais franco? Ah oui, là, tu vas, limite, tu fermes les yeux, tu t'envoies tout, voilà. Parce que bah, c'est un peu soit lui, soit toi, en fait, qui aura mal. Je préfère que ce soit lui qui ait mal, en fait, simplement parce que les mecs, ils n'hésitent pas. Et t'as que des Golgotes là-bas, t'as que des mecs qui sont, voilà, 90 kilos, et voilà, faut envoyer, quoi. Et c'est ça vraiment la différence entre la France et l'Angleterre. C'est l'intensité vraiment des choses. Les choses se font vraiment à fond là-bas. Si tu regardes maintenant dans le rétroviseur, tu dirais quoi au petit enfant Brice Samba qui a voulu démarrer le foot, qui a voulu marcher sur les traces de son papa? Aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Ah, très content de lui, voilà, parce qu'il a montré beaucoup de caractère, il a montré beaucoup d'abnégation, parce que ça n'a pas été facile, croyez-moi. Ça, peu de gens le savent, mais ça a été très, très, très compliqué. Et arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est que de la fierté, que de la joie, parce que peu de gens misaient sur moi à un moment donné. Avant, oui, au début, mais après, tout le monde m'a lâché, et je vous l'assure. Quand on vous lâche, c'est pas facile, parce que tu es vraiment tout seul, et si tu n'as pas tes proches ou quoi que ce soit, bah, tu peux vite lâcher. Et je pense qu'il y a plein de joueurs, tu leur demandes réellement pourquoi ça ne s'est pas bien passé, ils pourront vous répondre ça, parce que c'est vraiment une lessiveuse, le monde du football, vous savez, on n'a pas le temps dans le football. Quand ça marche, tu as du monde avec toi, quand ça ne marche pas, il n'y a personne. C'est ça. Tu l'as vraiment ressenti, toi? Ah non, bah, c'était trop flagrant. Tu as toujours des moments de blues, oui, de moins bien, ça c'est sûr. Tout être humain a toujours ça. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de très croyant et ça m'a beaucoup sauvé aussi. Voilà, parce que voilà, j'ai toujours gardé cette foi-là, que même cette confiance aussi que j'avais en moi, à l'intérieur de moi, pour savoir que si je mettais les choses bien, si je faisais les choses bien plutôt, pardon, mes qualités allaient ressortir. J'en avais conscience, mais j'avais du mal à le mettre en pratique, en fait. Voilà, mais une fois que j'ai mis en pratique, bah, tout est sorti. Et c'est ça où j'en suis fier, vraiment. Après, les conneries que j'ai faites, bah, elles m'ont servi maintenant. Voilà, pour éduquer mes enfants, mon petit frère aussi, qui joue au foot. Je peux lui donner quelques billes aussi, le milieu du football, etc. Mais en tout cas, ce que je dirais au Brice d'avant, c'est que merci. Merci d'avoir tenu, merci d'avoir été toi-même. Voilà, tout simplement. 14 juillet 2024, si tu remportes l'Euro, on arrête le jeu là? Non, pas encore, quand même pas. Il y a d'autres trucs encore à vivre. Mais oui, ce sera encore une étape de franchie. Et c'est sûr que je pense qu'il pourra avoir peut-être quelques larmes. Enfin. Peut-être. Merci beaucoup Brice, en tout cas, c'était super. Merci à vous. Merci.